Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier live, donc cinquième et dernier live autour de la Belle Époque. Donc nous allons aborder cette semaine la thématique chère aux auteurs décadents auxquels nous rendons hommage un peu dans toute cette anthologie, qui est un peu la folie, les débuts donc de la psychiatrie, et bien sûr aussi lié à la folie, les expériences avec les substances, disons, un peu psychotropes, que sont l'opium, l'absinthe ou encore l'éther. Donc je suis dans cette émission avec Audrey Salle, Philippe Aurel-Leroux, Florence Barrier et Chris Willem, qu'on ne voit pas malheureusement, mais qui est bien là. Après, un petit problème de caméra, donc on va quand même gérer sans elle. Enfin, sans elle, sans son visage, parce que sinon elle a bien étudié le sujet de la psychiatrie, donc il n'y a aucun problème. Voilà, on l'entend. Voilà, le vampire se cache dans sa crypte. Voilà. Alors, donc on va un peu vous présenter chacun un tour de rôle. Donc Audrey, vous l'avez déjà vu dans les émissions précédentes, notamment sur les démons japonais. Donc si tu peux nous refaire une petite présentation pour ceux qui nous rejoignent, Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Audrey Salle, nouvelliste de fantastique horreur. J'ai déjà été publiée une fois aux éditions Luciférine, donc comme Barbara l'a dit, dans l'anthologie démons japonais, avec la nouvelle La pêche à la carpe. Mais j'ai été publiée chez divers autres éditeurs, Le Grimoire, Naughty Sheep, Voyelle, récemment, ou Les Vagabonds du Rêve, ou encore Malpertuis. Et j'ai rejoint le projet de la Belle Époque et je remercie beaucoup Barbara pour ça. J'ai rejoint le projet à ses débuts lorsqu'il était uniquement question d'un hommage aux auteurs français de fantastique du 19e siècle et où chaque auteur des Luciférines devait choisir un auteur du 19e et lui rendre hommage à travers un texte inédit. Merci Audrey. Donc c'est aussi le cas de Florence Barrier qui rend également hommage à un auteur et que nous avions déjà sur Sombre Félin, donc il y a quelques années maintenant. Donc à toi Florence. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Barbara. Donc oui, comme Audrey, j'ai déjà été publiée sur Sombre Félin chez les Luciférines. Je suis également nouvelliste fantastique. Publié chez plusieurs maisons d'édition, Voyelle, Les Ombres délirantes, Malpertuis, Overland, enfin pas mal d'autres. Donc j'ai rejoint ce projet à la demande de Barbara, merci, qui donc avait demandé, comme pour Audrey, de choisir un auteur du 19e et d'écrire une nouvelle qui puisse lui rendre hommage. Donc moi j'avais choisi Maupassant. Merci. Voilà. Moi, c'était Catulle Mendes. Voilà. Donc nous allons avoir l'occasion justement d'en reparler dans ce live. Nous avons dans les auteurs qui nous rejoignent Chris Willem, qui en parlant de Sombre Félin avait notamment illustré la couverture. Oui, Chris. Et puis on a commencé l'expérience avec toi, avec le petit recueil sur la culture gothique déjà, que tu nous avais demandé d'écrire il y a quelques années, en 2014 exactement. Ensuite, tu m'as proposé d'intégrer des anthologies comme Maison hantée, où j'ai eu une nouvelle et j'ai fait quelques illustrations également. Sombre Félin, j'ai eu l'occasion de faire ton cover. Et puis, ma foi, cette idée du 19e, de Belle Époque, dont tu m'avais parlé depuis un moment. Et puis, ma foi, pourquoi pas, why not? Au contraire, 19e siècle, il y a tellement de choses à dire. Je reviendrai sur des choses avec mes camarades. C'est pas du tout exhaustif ce dont on va parler, c'est impossible. Il est obligatoirement nécessaire de faire des conférences, vraiment presque des séminaires, pour expliquer ce 19e siècle très, très fourni au niveau de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie, etc., ou au niveau d'intervention médicale et dans le domaine des sciences, une très grosse élaboration et très grosse manœuvre d'évolution. Donc, un séminaire même ne suffirait pas. Mais ça, c'est ce que je pense qu'on va tous faire en parallèle avec les salons qu'on va organiser.
Voilà, Tout à fait, principalement. avec donc l'anthologie Belle Époque, c'est beaucoup effectivement d'occasion de parler de cette fin de siècle passionnante, hein, on l'a vu avec tous les lives Oui. qu'on a fait, et on n'a pas eu limite assez de temps pour parler de tout ce qu'il y aurait à dire, parce qu'il y a effectivement énormément de choses à dire. Et nous avons également donc Philippe Aurel qui nous rejoint, là c'est un tout nouveau des Luciférines, mais qui a déjà de l'expérience chez d'autres éditeurs. Oui, que je rejoins avec grand plaisir, puisque ça fait quand même un moment qu'on se suit au travers de pas mal d'auteurs et d'autrices, effectivement, que je connais très très bien. Barbara, bien entendu, mais également Audrey, Aaron Judah et pas mal d'autres. J'avais beaucoup, ça fait longtemps que je suis effectivement Luciférine. Bon, l'appel à texte précédent sur les démons japonais, c'était pas du tout mon univers. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'auteur nouvelliste, j'adore effectivement mélanger l'histoire à mes nouvelles, qu'elles traitent de fantasy, de fantastique ou même de science-fiction d'ailleurs. Et c'est vrai que là, la Belle Époque m'a complètement inspiré. Voilà. Merci. Donc là, je vous ai réunis tous les quatre, notamment puisque vos textes sont vraiment concentrés un peu sur la thématique, on va dire, de la folie. Donc souvent, avec les auteurs décadents, le surnaturel est vraiment mêlé à la perte de contrôle de son esprit, que ce soit de la vraie folie, on va dire, clinique, ou des expériences un peu qui mènent à ça. Notamment, donc on est vraiment dans une époque où on commence à découvrir en fait, on commence à expérimenter, donc notamment avec les substances illicites, l'écriture sous, on va dire, ou même l'illustration sous substance, hein, qui va s'accélérer après avec les surréalistes dans les années 20, et notamment aussi les débuts, donc c'est les débuts de la psychiatrie avec notamment Freud, hein, qui apparaît donc à la fin de siècle. Et on comprend que la folie est une maladie qu'on peut éventuellement soigner. Donc ça va amener à un certain nombre d'idées, de théories et puis d'expérimentations littéraires. Chris, je sais que tu as fait si tu peux nous faire une petite présentation, puisque je sais que tu as Oui, surtout préparé ça. j'ai préparé ça, mais bon, en même temps, c'est en relation un peu avec mes cours, hein, bien sûr. Oui. Mais Oui, puisque tu as fait des études vrai oui, en psychologie. Oui. Voilà. Et bon, disons que, comme je disais tout à l'heure, on est loin d'être exhaustif parce que l'histoire de la psychiatrie, en fin de compte, se déroule sur 10 siècles. C'est-à-dire déjà à partir du 5e siècle jusqu'au 15e, afin de voir une évolution exponentielle et en sachant que ce que l'on appelait des asiles, on ne les appelait pas comme ça, était surtout ordonné par l'Église, la religion. Donc déjà, il y avait cette mainmise de l'Église sur ces instituts qui étaient ouverts un peu à tout le monde. Ce n'était pas proprement aux fous. Ceux qu'on appelait aux fous, c'était vraiment pour les vagabonds, les voyageurs, les femmes dites célibataires, seules, etc. C'était ouvert un peu à tout le monde. Ça a vraiment pris une constitution, si je puis dire, à la demande d'Esquirol, docteur Esquirol, en 1828. Il a fait un courrier, un ministère de l'Intérieur demandant à ce que ces asiles soient reconnus et de manière humaine, qu'elles ne soient pas pu entasser comme ça au cours des siècles des personnes pour peu qu'ils aient une anomalie même physique, étaient constitués comme fous, étaient reconnus comme fous et complètement inhumains. Je vous laisse imaginer un petit peu les proportions dans les temps médiévaux, ce que ça donnait. Hein. Alors que finalement, quand on remonte encore plus loin, les personnes dites fous au temps des Grecs étaient considérées comme des dieux. Ils étaient mis même, je dirais pas enfermés, mais mis dans des temples. Les personnes, le peuple pensait qu'ils parlaient par la bouche des dieux. Donc vous voyez la différence, l'évolution par rapport à ces personnes frappées dites de folie. Donc, dans les temps anciens, les temps antiques, on respectait ces personnes. Dans les temps médiévaux, on a fait un petit peu le brassage dû à l'Église, bien sûr, hein, avec la réduction chrétienne et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vraiment à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle qu'on a commencé à prendre en conséquence les valeurs humaines.
pas seulement de les faire enfermer parce que la famille voulait se débarrasser d'eux, la plupart du temps c'est ce qui arrivait. Et il y a d'ailleurs une loi finalement qui n'est pas très si ancienne que ça, elle est au début du XXe siècle, où on n'acceptait plus d'enfermer un héritier ou une personne dite âgée à la demande de la famille, parce que la plupart du temps, c'était des personnes que l'on voulait spoiler de l'héritage, etc. C'était beaucoup trop facile. Mais ça, cette loi, finalement, est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans les années 30, 40 seulement, hein, pour vous dire. Ensuite, l'évolution, malgré ce que Esquirol a fait, il faut pas. Bon, il y a toujours cette idée d'asile, entassant les personnes finalement, hein, entassant ces personnes dans des locaux pas toujours bien structurés et pas non plus avec le personnel adéquat. Et malheureusement, les images que l'on a de ces personnages vraiment en pleine souffrance qui étaient enchaînés. Par la suite, il y a eu la camisole de force qui a pris le relais des chaînes, mais c'est la vérité. La tête était enfermée dans des cages d'acier, les corps étaient torturés dans des espèces de boîtes d'osier verticales pendant des heures, voire des jours. Ils ne pouvaient même pas dormir. Il y avait une ségrégation, même au niveau de la population, qui était assez infernale. On peut dire, oui, il y a une évolution grâce à Esquirol, donc au 19e siècle, mais ça a été quand même très, très long à mettre en place. Et encore à l'heure actuelle, il y a encore des dérapages, une éthique qui n'existait pas, bien sûr, hein, la déontologie et l'éthique, ça, il faut rayer ça du vocabulaire de l'époque. Hein, bien sûr, là, aujourd'hui, maintenant, on l'a, mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ces structures-là et des choses qui sont restées ancrées dans les fondamentaux, si je puis dire. Voilà, en gros, hein, c'est vraiment… Maintenant, comme je disais, pour vraiment bien parler de cet aspect et sur l'évolution, il faut vraiment, vraiment que l'on puisse organiser des conférences là-dessus et vraiment apporter le vocabulaire nécessaire, même pour le public, le lambda, mais au moins qu'il sache qu'il ait une perception complètement différente de ce que l'on a. Parce qu'à l'heure actuelle, notamment en France, on a une perception quand même assez croisée, assez réductible, hein, à ce niveau-là. C'est pas étonnant, si vous voulez, on fait un rapide point fin du 19e, mais bien sûr, il y a eu des grandes écoles, notamment chez Bund, qui a ouvert à Leipzig. Il y a des écoles qui se sont ouvertes, c'est les psychologues, les premiers psychologues qui ont séparé la psychologie de la médecine, parce qu'avant, la philosophie et la psychologie étaient intrinsèquement liées. Mais il ne faut pas rêver, les premiers philosophes grecs, c'était des psychologues, mais sans avoir le terme. Mais c'était déjà des premiers psychologues. Et c'est vraiment en fin du 19e, vers les années 1880, que l'on a scindé la psychologie de la philosophie. Et on en a fait un art médical. Il n'est pas anodin que la plupart de ces médecins étaient allemands. Et lorsque même la première guerre est arrivée et le fantôme de la deuxième à l'horizon, parce qu'on sait que ça ne datait pas directement de 39-45, hein, il y avait des prémices bien avant sur le danger, sur les juifs, sur toute cette ethnie, en sachant que la plupart des psychologues étaient justement juifs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont tous sauvés, et attention, aux États-Unis. Ils ont apporté leur science aux États-Unis et ensuite, ma foi, paradoxalement, toute la psychologie est repartie des États-Unis vers l'Europe. C'est assez étonnant au niveau de l'histoire. Mais bon, avec tout ça, il y a la structure des différents fondamentaux, bien évidemment, sur lesquels je ne vais pas y revenir parce que c'est vraiment un casse-tête pour beaucoup.
Et puis, finalement, comme on dit, il y a eu de grosses évolutions au niveau de la psychologie, mais pas encore assez. Quand vous regardez simplement l'imagerie médicale, ne date que de 1990. L'IRM ne date que de 1990. Les neurosciences ne datent que de 1990. Donc, Alors, c'est très, très récent. On évolue, certes, les idées évoluent, mais pas encore au point de tout développer. De toute façon, l'esprit humain est, à l'heure qu'il est, l'organe le plus complexe au monde. Sachant qu'on merci. utilise à peine 2/10. Voilà. Merci Chris. On reviendra un petit peu sur tout ça. Donc effectivement, c'est les débuts et on a effectivement encore à la fin du 19e siècle, les gens, comme tu en as parlé juste avant, considéraient un peu comme la famille, comme fou, et puis qu'on envoyait à l'asile pour s'en débarrasser. Je sais que notamment, je vous conseille, si vous vous intéressez à cette époque-là, un petit livre qui est Chez les fous d'Albert Londres. Alors là, il a écrit donc vers les années 1920 plutôt, où il fait un état des lieux justement de la psychiatrie, et on voit effectivement qu'on est encore très très loin. Donc où il parle, oui, et où il parle de gens qui sont enfermés et qui savent pas pourquoi et qui ont l'air parfaitement normaux. Et c'est vrai que quand on va à l'asile à la fin du 19e siècle, c'est un peu comme aller en prison, parce qu'on vous met là et puis vous en sortez pas forcément, puis vous n'avez pas le droit d'en sortir. Donc ça, c'est terrible. Les gens, par exemple, les femmes notamment qui dérangeaient, ou les hommes qui dérangeaient, pour de diverses raisons, on les mettait là, puis on s'en occupait plus. Et c'était terrible. C'était terrible. C'est devenu un mouroir. Voilà, c'est un vrai mouroir. Et puis après, on ne savait pas trop comment les soigner encore. Donc c'était à coups de douche froide, des trépanations, les choses comme ça. Donc, tout à fait. Les bains d'eau glacée, etc. Les électrodes, bien sûr. La lobotomie, bien sûr. On n'expliquera pas pour les âmes sensibles à quoi sert la lobotomie, mais bon, je pense que vous tous, malheureusement, vous avez dû voir des reportages sur cette histoire de lobotomie qui passe par le fond de l'œil. Je ne dirais pas plus pour les âmes sensibles, mais bon. On le voit notamment avec aussi un roman, puis un film qui en parle, qui est Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui montre aussi, donc là c'est aux États-Unis, mais on est aussi dans les années 30, où on voit quand même que l'état de la... C'est pas encore ça, quoi. C'est terrible. Assez curieusement, en fait, à la fin du 19e siècle, c'est plutôt l'école française qui a encore la main sur les prémices de la psychiatrie, avant même l'école allemande, puisque notamment Freud a été l'élève de Charcot en France. Et en fait, on était encore sur des traitements finalement relativement doux des fous, entre guillemets, où l'hypnose était très utilisée. Les drogues aussi, par contre. C'est vrai qu'on utilisait l'opium, on utilisait pas mal de choses. Exactement. Mais bon, c'est vrai que les gens qui entraient à l'asile, déjà à cette époque-là, effectivement, ils passaient souvent leur vie. Il n'y avait que 5% de guérison à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que bon, si on n'était pas guéri, on ne sortait pas. Donc forcément, c'était très, très long. Oui, puis comme tu disais, c'est pas seulement de la guérison, parce qu'il y avait tellement peu d'hôpitaux qui s'occupaient des aliénés, et une définition tellement large des aliénés. Rien que pour Paris, il n'y avait que 3 hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, Bicêtre et la Salpêtrière. Et en province, il n'y en avait que 8. Et surtout, ça mélangeait à la fois des aliénés tels que nous, on les définit, mais aussi des épileptiques, ou encore, comme c'est le cas pour la Charité de Charenton, qui a accueilli le marquis de Sade, ainsi que d'autres de ses collègues libertins en correction. Donc, c'était vraiment un mélange entre plusieurs cas, et donc pas forcément de guérison. Mais il y a quand même, dès le 19e, une nouvelle considération des malades, c'est-à-dire depuis ce que disait Chris Willem Esquirol, qui a demandé un traitement des fous, qui considère, il a écrit de nombreuses thèses ou essais à ce sujet, il faut considérer que tout homme peut devenir fou, et qu'il faut soigner n'importe quel fou comme n'importe quel homme. Donc, on ne regarde plus les fous comme des animaux ou des créatures diaboliques, mais vraiment comme des patients à soigner. Et donc, même s'il reste quand même, notamment dans les hôpitaux publics, des traitements
des maltraitances en fait envers les aliénés, il y a un développement de plus en plus d'établissements tels que des maisons de santé qui, eux, préconisent plus un traitement moral de la folie où un traitement, le fou est mis dans une cellule, un peu comme une cellule familiale en fait, où on va plutôt faire preuve de bienveillance envers lui et éviter les formes de punition. Donc on peut le voir en fiction dans le système du docteur Goudron et du professeur Plume d'Edgar Poe, mais aussi dans des établissements comme la célèbre maison du docteur Blanche, qui était une maison de santé privée qui accueillait en pension des aliénés. Et le docteur Blanche les soignait un peu comme un père de famille, en fait, s'occuperait de ses enfants. Et c'est une maison qui a été très célèbre, notamment parce qu'elle a vu passer de nombreuses personnalités littéraires, notamment Gérard de Nerval et Maupassant, qui ont été internés dans ces lieux privés, effectivement. Oui. Mais ils étaient très peu. Oui. Vraiment des privilégiés. Oui, privilégiés. Vraiment. Très cher, en fait. Oui. Mais c'était en général plus pour les nobles argentés, quoi, finalement. Oui, pour la bourgeoisie. C'était pas vraiment pour le lambda. Voilà, exactement. Oui. Et juste, tu as oublié de citer Sainte-Anne, qui a ouvert justement à la fin du 19e siècle, le fameux hôpital qu'on connaît maintenant. Et, merci Audrey. Qui a justement ouvert sous sa forme, on va dire, moderne, typiquement à la Belle Époque, à la fin des années 1870, si je ne dis pas de bêtises, et qui va connaître beaucoup d'avancées sur le sujet, notamment grâce à Valentin Magnan, qui a été un des grands psychiatres de l'époque et qui était justement pour un traitement plutôt doux, plutôt le lit que la camisole, notamment pour le traitement des maladies mentales. Voilà, quelqu'un de très important, effectivement. Oui, c'est aussi, c'est vrai que tous ces nouveaux établissements, ils ont l'avantage finalement de vraiment vouloir traiter la maladie mentale, alors que les plus anciens, en fait, c'était on y entassait le rebut de la société, aussi bien les véritables malades mentaux que les mendiants, tous ceux qui n'avaient rien à faire finalement dans le circuit habituel. Et donc là, effectivement, c'est là qu'on voit l'évolution réelle, au moins en tout cas au niveau humain, entre les vrais malades qu'on cherche à soigner et ceux qui finalement n'avaient rien à faire. Voilà. Et d'où l'adoucissement aussi des médecines. On n'a pas parlé de Pinel, mais on revoit ces fameuses gravures où il enlève les chaînes. Voilà, les chaînes. Justement, si je peux me permettre de rebondir à ce que tu viens de dire, justement, à cette même époque se constitue également, outre la ségrégation asilaire du patient, une notion d'enfermement dans une nosographie. C'est une des premières choses à faire. Ça découle d'un diagnostic qui fait l'économie de la mise en cause ou du milieu du patient. Et ça met d'un autre côté la possibilité de la curabilité du patient et de ses infections. C'est-à-dire la nosographie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la classification méthodique des pathologies des malades. Grâce à cette nosographie, ça nous permettait de savoir quel était le patient que l'on avait devant soi. Si c'était un simple vagabond qui a été mis là parce qu'il dérangeait, ou si c'était vraiment une personne qui entrait dans une phase pathologique. Oui. Et donc effectivement, pardon, je te laisse parler. Sur les pathologies, c'est que dans l'Antiquité, il y avait, jusque vers le 19e siècle, il y avait en gros que 4 grandes catégories de pathologies, la mélancolie, la manie, l'idiotie et la démence. Et comme on voit, c'est quand même très très large et la définition est vraiment très floue. Alors qu'au 19e siècle, il y a vraiment une volonté de revoir ces termes et même de les développer ou de les séparer en plusieurs catégories. Donc, on citait peut-être Pinel qui est lui une figure plus de libérateur, mais presque
mythique parce qu'on le voit surtout dans les gravures en train d'enlever les fers aux aliénés, alors qu'en fait, ce n'est pas des faits historiques, c'est des faits qui ont marqué l'imaginaire surtout. Mais ceux qui travaillent vraiment aux définitions, c'est plus des médecins comme Esquirol ou le docteur Blanche qui, eux, vont vraiment être au contact des malades et les étudier et surtout essayer de les guérir. Voilà, et qui dit classification des pathologies, dit aussi diversification des médecines. Bien sûr, ça découle. Parce que par exemple, comme tu disais, Audrey, notamment parmi les 4 classifications de l'époque, de l'Antiquité, on parlait de mélancolie. À l'heure actuelle, maintenant, on définit bien la mélancolie de la dépression. Et malgré la beauté du mot mélancolie, c'est un état encore pire que la dépression. La mélancolie, c'est un état vraiment plus difficile et plus dégradant que la dépression. Pourtant, le mot est beau, mais il est terrible. Parce que cette mélancolie-là devient chronique et en règle générale, les personnes qui en sont frappées, eh bien, elles sont nées avec de grands traumatismes. Ils sont pratiquement nés avec. Et ça, c'est pareil. Pour expliquer cette situation, il faut, pareil, faire une conférence, un séminaire pour expliquer au niveau de la naissance les traumatismes, les différents symptômes qui viennent se greffer sur le bébé, sur la naissance, etc. Et cette mélancolie naît avec l'individu qui en est frappé. Que la dépression arrive avec le temps. C'est une grosse nuance qu'on ne savait pas faire, bien sûr, encore à l'époque. Ah, le mot, il est beau, mélancolie, mais c'est une pathologie pire que la dépression. D'ailleurs, mélancolie, c'était le mot qui était cher aux romantiques, hein, surtout les auteurs romantiques qui utilisaient beaucoup. Tout à fait. Pour exprimer leur mal-être. C'est constant. Oui, exactement. C'est un mal-être constant. Il n'y a rien pour pouvoir le soulager. Oui, et justement, c'est quand on dit que les mots sont extrêmement forts, c'est des mots qui vont être utilisés par les poètes. Donc, on va avoir cette impression de beauté ou de douceur. Mais les mots comme mélancolie ou ennui, qui sont liés en fait au mal du siècle et à l'époque, c'est vraiment des dépressions extrêmement profondes, en fait, des mal-être profonds. La mélancolie, bon, c'est comme le disait Chris Wilhelm, c'est une affection qui est vraiment très grave. Il y a aussi l'ennui. Quand on s'ennuie aujourd'hui, c'est juste un vague, on ne fait rien et c'est passager, alors qu'en fait, l'ennui, dans le sens romantique du terme, c'était quelque chose qui vous rongeait vraiment à l'intérieur et qui vous laissait complètement vide. Ah oui, tout à fait. Et c'est Baudelaire notamment qui met bien ces mots. Mais voilà, Baudelaire et le spleen. Le spleen, c'est le mot entier pour la rate, et c'est bien de là d'où vient la fameuse bile noire qui donne son nom à la mélancolie, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, tu as raison. Et d'ailleurs, dans les auteurs, donc on a intervenu un peu sur les auteurs qui étaient tombés un peu dans la folie. Donc on a justement une reprise d'une nouvelle de Maupassant avec Florence. Et c'est un auteur, enfin en fait, toutes ces nouvelles qui sont fantastiques, puisque Maupassant a fait plusieurs genres, hein, mais ces nouvelles fantastiques traitent beaucoup de ces hantises, en fait. Hein, donc toi, tu avais repris… Oui, c'est vrai qu'il était hanté, comme tu dis. En fait, il vivait dans la peur, quelque part, dans la peur de perdre ses facultés, ce qui malheureusement est réellement arrivé. Parce qu'à un moment donné, je me souviens dans une lettre qu'il écrit, où il dit qu'en fait, il perd son cerveau par son nez, à force de trop de bains de sinus. Voilà, il sent son cerveau se déliter. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il vivait constamment dans la peur, peut-être… depuis toujours la peur de tout, comme quand il a contracté la vérole, il dit enfin je n'ai plus peur de l'attraper puisque je l'ai vraiment. Donc, et c'est vrai que ces récits fantastiques sont toujours finalement, le fantastique vient de la folie quelque part constamment. Bon, évidemment, on ne va pas épiloguer sur le Horla, on connaît par cœur, voilà, mais c'est toujours cette perte de soi, l'aliénation de toute façon. Voilà. Bon, après, forcément, avec une mère dépressive, un frère fou,
Forcément, il était déjà prédisposé à se projeter là-dedans. Et voilà, mais c'est vrai que toutes ces nouvelles, tout le fantastique de Maupassant, en fait, quelque part, il n'y a pas toujours du fantastique, ça plonge juste dans le moi profond. Et Donc, puis c'est vrai que ce qui est justement qu'on dit depuis tout à l'heure et qui arrive à la fin de siècle, c'est vraiment l'idée que quelqu'un de parfaitement en capacité, avec toutes ses capacités, peut basculer dans la folie. Voilà. Et c'est ça qui inquiète, c'est ça qui va aussi, c'est cette nouvelle découverte un peu, parce qu'avant on disait, les gens ils sont fous, ils ont toujours été fous, presque on se posait pas la question. Et là, il y a cette inquiétude qu'on peut devenir fou alors qu'on est parfaitement normal. Et c'est un thème donc, qui va être développé par Maupassant, parce qu'il est vraiment, lui pour le coup, il est vraiment touché par ça, et il finit, il est même suicidaire, hein, enfin tellement il il a fait tentative, oui. Il a écrit un recueil de nouvelles sur le suicide, justement. Donc, Oui, tout à fait. Ah oui, Maupassant, très grand écrivain, mais elle a fracassé, hein, effectivement. Enfin, en même temps, c'est pareil, il avait un environnement très toxique. Parce que pour le coup, quand même, la famille fait beaucoup. Voilà, familial, oui. L'entourage, il est toxique, il n'y a rien à faire. Hein. D'où cette fameuse mélancolie. Bien souvent, en plus de ça, la mélancolie, dans l'état vraiment premier, on peut dire qu'elle est transgénérationnelle. Elle se transmet. La vraie mélancolie. Là, on ne parle plus de dépression. Oui, là, je pense que pour Maupassant, on est dans quelque chose là qui est enraciné. Tout à fait, tout à fait. Et donc, pour parler des thématiques aussi de la folie, Audrey, tu as traité d'un auteur donc là qui est moins touché que Maupassant, mais qui aussi écrit sur cette thématique, qui est Catulle Mendes. Oui, alors du coup, moi j'ai choisi Catulle Mendes parce que je venais juste de découvrir ces nouvelles dans une réédition parue chez l'Arbre Vengeur, donc une réédition de son recueil Exigences de l'ombre. Donc Catulle Mendes, c'est un auteur qui était très connu à son époque, en bien comme en mal, mais qui est complètement oublié aujourd'hui. Et comme j'ai beaucoup apprécié ses textes, je trouvais ça dommage, donc c'est lui que j'ai choisi pour lui rendre hommage. Donc, je disais qu'il était très controversé de son vivant parce que des figures littéraires comme Victor Hugo, Verlaine ou Mallarmé l'estimaient énormément. Il était qualifié de poète très subtil et riche de ressources verbales, selon Henri de Régnier. Mais d'un autre côté, il était raillé et méprisé très, très violemment par d'autres, Barbey d'Aurevilly, Jules Renard, et il a notamment eu quelques différends avec Léon Bloy, qui a conduit à une sorte de règlement de compte par portrait interposé. Donc, pour la petite anecdote, Léon Bloy, dans son roman Le Désespéré, dépeint Mendes sous les traits de Properce Beauvivier. Et par exemple, il dit des choses comme Properce Beauvivier, le poète romancier sadique, ou encore la trahison est son unique pensée, sa préoccupation constante. Son âme est une condensation de fumée terne et fétide. Donc vraiment, on sentait qu'il appréciait énormément Catulle Mendes. Et Catulle lui a rendu la politesse avec, dans son roman La Première Maîtresse, un portrait d'un certain Jean Morvieux, dont il dit que cet homme faisait penser à un égout, carrément, qui aurait de la haine, et que toutes les médisances, toutes les calomnies et toutes les laides histoires vraies ou fausses dont la rage des humbles affronte les célèbres et les puissants, il les recevait, les absorbait comme un trou sans pli et les dégorgeait plus immondes encore. Donc voilà, c'est vraiment bon règlement de compte. Et Catulle Mendes, en fait, grand homme de lettres ou véritable monstre, on ne sait pas vraiment. On lui reproche surtout en fait son manque d'originalité, parce que c'est vrai qu'il peut paraître prisonnier de ses modèles, comme Baudelaire, Victor Hugo ou Edgar Poe, et on se demandait si c'était un génie ou s'il se contentait en fait de décalquer ses modèles. Alors moi, les textes que j'ai choisis et qui m'ont beaucoup intéressée, c'était Exigences de l'ombre, qui est la lettre d'un condamné à mort qui explique les raisons de son crime avant d'être exécuté, et Le possédé, qui commence comme un dialogue entre amis, et l'un des deux demande de l'aide à l'autre parce qu'il est victime depuis peu de pulsions violentes et meurtrières, comme s'il était possédé. Et ces textes m'ont attirée pour deux raisons.
Alors d'abord, la première raison, c'est un peu comme Florence Barrier avec Maupassant, c'est pour ce penchant de Catulle Mendes et de ses amis auteurs pour la part ténébreuse de la nature humaine. Parce qu'Exigence de l'ombre, c'est un recueil qui fait la part belle à la cruauté, et notamment la cruauté due à la folie. Par exemple, dans Le Possédé, Pierre Ferraud, donc personnage principal, est tiraillé entre son côté bon et honnête et sa hantise, je cite, d'avoir pour compagnon de toutes les heures un démon donneur de mauvais conseils qui lui parle à l'oreille et affole sa conscience. Et donc, à cause de ce démon, qui ressemble un peu au démon de la perversité que décrit Edgar Poe dans sa nouvelle du même titre, ce démon le rend Pierre Ferraud obsédé par le meurtre, la luxure et la trahison. Et il ne sait pas quoi faire en fait de cette part sombre. Est-ce qu'il en est responsable? Est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est un démon qui le possède? Il ne se reconnaît pas et se met à avoir peur de lui-même en fait. Donc comme je disais, on retrouve ce motif du démon de la perversité qui est présent chez Edgar Poe. Et c'est d'Edgar Poe, justement, que Catulle Mendes hérite cette fascination pour les désordres de l'esprit. Et donc là, je cite la préface au recueil L'Exigence de l'ombre. Aux yeux de nombreux auteurs de la fin du XIXe siècle, Edgar Poe fut celui qui, le premier, avec des nouvelles comme Le démon de la perversité ou Le chat noir, fonda un fantastique non plus né de phénomènes extérieurs, mais plutôt de la pensée malade des personnages. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressée en fait, chez Catulle Mendes et chez ses contemporains, c'est ce fantastique de l'intériorité qui est étroitement associé aux évocations de la folie. C'est un fantastique que Gwenaël Pono appelle un fantastique de l'étrangeté psychique. C'est-à-dire vraiment, avec ces textes, on est plongé au cœur de la folie, plongé au cœur d'une logique délirante, puisque par exemple dans Exigence de l'ombre, on suit le parcours d'un homme persuadé d'avoir perdu une partie de son ombre. Et donc cette nouvelle nous montre à quel point cet homme tout à fait banal et normal peut voir naître chez lui une folie complètement délirante et un crime absolument odieux. Donc la folie qui surgit aux endroits où on s'y attend le moins. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait le plus peur dans ces récits, c'est que quelque part, ils effacent la frontière qu'on avait avant, cette frontière sécurisante entre les honnêtes gens et les fous et les criminels. Là, c'est plus du tout le cas, on abolit la frontière et tout homme peut devenir fou. Et comme Esquirol le disait, c'est des passions tout à fait normales, comme la colère, la tristesse ou la haine, que peuvent naître vraiment des excès pathologiques qu'il va falloir traiter en institut spécialisé. D'ailleurs, comme on l'a dit dans le précédent, on s'intéresse aussi notamment, on s'intéresse plus aux criminels et aux motifs de crime également, donc les faits divers intéressent, mais le portrait même psychologique du meurtrier va intéresser. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Là, on a même des criminels qui viennent presque de véritables stars, qui se mettent à écrire. On s'interroge beaucoup sur ce qui va pousser en fait une personne normale à dégénérer. On comprend que c'est pas gratuit, qu'il y a toujours une cause. Et voilà, ça amène effectivement pas mal d'interrogations, pas mal de nouvelles créations artistiques d'un genre nouveau. Philippe Aurel, tu avais aussi donc traité dans ta nouvelle, là tu ne rends pas hommage à un auteur précis, mais ta nouvelle est aussi assez proche de cette thématique. Donc qu'est-ce qui toi t'a intéressé sur ce sujet et aussi sur la Belle Époque? Moi, en fait, j'ai établi le lien surtout entre la partie folie, mais liée à l'absorption de stupéfiants, en l'occurrence. C'est d'ailleurs un grand nombre de gens qui étaient des toxicomanes, on va dire au sens large, étaient présents également dans les asiles psychiatriques, qui étaient enfermés pour ces raisons-là. Tout ce qui était addiction, que ce soit l'alcool, qui était un très très grand fléau au XIXe siècle. Bon, ça allait rester au XXe, il n'y a pas de problème. Mais au XIXe siècle, c'était un très très grand fléau. Et puis c'est vrai que le XIXe siècle, et notamment la fin du XIXe siècle, a vraiment connu c'est vraiment
le début de la diffusion à très grande échelle des drogues. Donc, on parle de la morphine qui a été utilisée notamment beaucoup pendant la guerre de 1870 en France, aussi bien d'ailleurs pour empêcher de souffrir les soldats qui avaient été blessés que pour encourager en fait, les soldats à se battre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu un désinhibiteur, enfin, qui empêche… Ça Ouais. donne l'adrénaline aux guerriers. Exactement, voilà. Donc Voilà. ça les pousse un Comme petit les peu guerriers avec la mort. indiens absorbaient des plantes également pour partir au massacre. Voilà. Et donc, on a utilisé la morphine dans ces cas-là. On en a donné énormément en fait, aux blessés et de nombreux soldats, anciens soldats, sont devenus des toxicomanes, complètement addicts à la morphine. Et c'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, indirectement à cause de cette addiction à la morphine qu'est né le Coca-Cola. Je ne sais pas si vous saviez. Oui. À savoir que le docteur Pemberton, qui avait combattu pendant la guerre de sécession américaine, était devenu addict pour cette raison-là à la morphine suite à une grave blessure au torse. Il a cherché un moyen de se soigner, enfin de devenir moins dépendant de la morphine en créant une boisson à base de feuilles de coca. Alors, ça a d'abord été un vin qui avait été initié en France par un Corse, Marignani, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus de son nom. Mariani, exactement. Un vin qui mélangeait du vin rouge et des feuilles de coca. Et ces vins à la coca étaient très, très répandus en France, mais partout dans le monde également à la Belle Époque. Bon, c'était un petit peu, malheureusement, tombé de carré dans Scylla, puisque bon, vous ne serez pas sans savoir que la cocaïne est un autre psychotrope et que ça provoque des addictions tout à fait aussi sérieuses. Et donc, il a d'abord créé un vin à la cocaïne, notre ami Pemberton, et ensuite, il y a une prohibition de l'alcool dans la ville d'Atlanta, qui l'a conduit à créer une autre boisson à base de coca, qui était donc le fameux Coca-Cola. Mais donc tout ça pour dire que les drogues étaient en usage assez facile à la fin du 19e siècle, alors que ça n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Et donc la plus célèbre d'entre elles pour l'époque, c'était certainement l'opium, donc cette drogue qu'on appelait la drogue des poètes, puisqu'elle a été utilisée par des nombre de poètes absolument incroyables, Keats, Coleridge, Tennyson, chez les Anglais, Shelley notamment aussi, mais bien sûr ceux qu'on a déjà mentionnés en France. Edgar Allan Poe, bien sûr, a été un grand consommateur, donc la fameuse nouvelle Ligeia qui évoque cette partie-là. Voilà, et puis voilà. Et c'est vrai que donc dans Brume de guerre, qui est une référence aussi bien aux guerres passées et à venir auxquelles la France va devoir subir bientôt, autour de la Belle Époque, qui encadre la Belle Époque, il y avait, voilà, ça fait référence donc aux guerres, je disais, et à la fée Brume, qui était le nom qu'on donnait à l'opium à l'époque. Effectivement. Puis il y avait des bars à opium, hein, on allait à l'opium comme on va presque fumer le narguilé aujourd'hui. Hein, Exactement. Donc, et l'opium était très très répandu en France parce que c'est à cette époque-là également qu'il y a eu toute la conquête de l'Indochine française. On était déjà installé, mais notamment au Laos, qui est un grand centre de production de pavots à cette époque-là. Et on a vraiment importé. Alors, ça a d'abord commencé à Marseille, mais c'est très vite monté à Paris. Et notamment, donc, je fais référence dans Brume de guerre à le fameux cabaret du Moulin Rouge, où, donc, au pied du fameux éléphant, puisqu'il y avait un éléphant au Moulin Rouge à cette époque-là, pas un animal, mais sa représentation monumentale, puisqu'on pouvait grimper, il y avait au moins 2 étages dans cet éléphant, et des pièces même directement dans les pattes de la bête. Donc tout ça pour vous donner un peu la dimension de l'édifice. Et on pouvait effectivement y trouver de l'opium sans aucun problème. Son usage n'était pas complètement légal, mais était complètement toléré en fait à l'époque. Il a fallu oui, vraiment… c'était un petit peu caché quand même. C'est ça. Caché. Il fallait avoir les bonnes adresses. Voilà. Et puis, pour parler d'alcoolisme et de folie, puisqu'on reste aussi, donc je mentionne pas mal l'absinthe, qui est effectivement… à l'époque, il faut comprendre que l'absinthe, ça représentait 90% en fait, des apéritifs qui étaient servis en France. C'était quelque chose de proprement incroyable.
Et on sait les ravages aussi qu'a causé l'absinthe, notamment à cause de la présence de méthanol en fait dans sa composition, qui est Le un alcool thuyone neurotoxique. Oui. C'est le principal composant en fait qui était neurotoxique, c'était la thuyone. Et justement, la grande question aujourd'hui, c'est de revenir sur l'absinthe et de se demander si c'était vraiment elle qui causait la folie ou bien sa surconsommation. En fait. Il faut dire aussi effectivement, quand tu parlais de fameux apéritifs, mais en fait, il n'y avait pas la culture de l'apéritif avant l'absinthe. En France, on a toujours été, et déjà à l'époque, c'était le vin qui prédominait. Et forcément, quand l'absinthe est arrivée sur le marché, il y a eu cet effet de mode. Les femmes se sont mises à consommer, ce qui ne se faisait pas avant, qui était très mal vu, évidemment. Il y a eu évidemment tout le rituel autour de l'absinthe, hein, forcément, ça aussi, ça crée un engouement, l'effet de mode parisien, parce que, voilà, et c'est vrai que du coup, la consommation a explosé comme ça, mais effectivement, ça s'est répandu à une vitesse folle. Mais bon, après, au niveau alcoolémie, bon. Je crois que forcément, c'est surtout à l'époque, on ne va pas dire les lobbyistes, mais bon, c'était aussi tout le domaine viticole, les viticulteurs et tout, qui se sont un peu dressés contre l'absinthe, puisque forcément, ils y perdaient beaucoup, puisque ça supplantait de plus en plus le vin, voilà, auprès de tout le monde. Donc, il y a aussi ça qui a contribué à la chute de la fée verte, qui s'est muée en sorcière. Tout à fait. On en parle un peu moins, mais ce qui a causé vraiment d'énormes ravages, c'est aussi l'éther, hein, qui était répandu également à cette époque, qui a été gardé un peu plus longtemps comme anesthésiant en médecine, puis qui a fini par être retiré parce que c'était trop dangereux. Et à l'époque, on les appelait les hétéromanes, et ils buvaient de l'éther pur. Donc, ça causait des ravages au niveau du foie, c'était une catastrophe, et aussi des états dépressifs énormes, hein, parce que sur le mental, c'est très très violent de boire de l'éther. Aujourd'hui, même ceux qui en consomment, ils vont juste inhaler, hein. Enfin, c'est interdit, mais boire, c'est très violent. Donc, c'est vrai qu'au niveau type d'alcool et psychotrope, aujourd'hui presque on est gentil, quoi, parce qu'à l'époque ils y allaient, et notamment Jean Lorrain, je crois qu'à cause de l'éther dont il était addict, il a subi 6 lavages d'estomac, je crois, avant d'en mourir. Donc c'était très très dangereux. Je sais pas si vous connaissez un petit peu sur l'éther ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'était un des alcools bien plus dangereux que l'absinthe et qui a aussi été retiré, hein, comme les autres. Chris, tu avais aussi mentionné l'absinthe dans ta nouvelle, ainsi que Dans la nouvelle, je parle de la petite fée verte, effectivement, avec on devine les ravages à travers le personnage, bien sûr, et ce que ça a engendré, et puis c'était la mode, hein, il était de bon ton de se faire servir la petite absinthe avec tout un rituel, avec la petite cuillère, le sucre et tout ça. Autrement, je ne sais pas si vous avez vous-même goûté l'absinthe, c'est impossible à boire pur. Ça, c'est impossible. Je mets quiconque au défi d'avaler ça pur. C'est pas possible. Enfin, quoique je connais un ami qui arrive à se l'avaler pur, mais bon, je ne sais pas comment il fait. Mais bon, et je me suis amusée à faire rentrer cette petite fée verte dans le rituel de mon personnage, et puis ma foi, avec les conséquences que ça a, et on se demande même par un moment s'il rêve ou pas. Voilà, 3 petits points, bien sûr. Oui, mais c'est vrai qu'avec ce rituel, on comprend, quand on voit le rituel, on comprend la fascination que ça exerce sur la psyché, aussi bien chez les peintres, de voir l'eau qui se trouble, tous les différentes couleurs, que chez les poètes. Il y a plein d'allégories également à travers cette petite fée verte. Il y a plein d'allégories. C'est comme l'allégorie de la morphine, qui a été beaucoup utilisée par la suite avec les piqûres. Donc, en sachant que cet instrument-là, quand il a été créé, c'était beaucoup, à cette époque-là, tu avais une certaine
de riches morphinomanes, comme on les appelait, qui avaient eux-mêmes, ils faisaient de leurs seringues des bijoux. Ils étaient en or, en argent, avec des pierres précieuses et tout ça. Mais il y avait également cette idée, non seulement qu'ils s'injectaient la morphine, donc le traitement, le produit en lui-même qui les rendait addicts, mais il y a également, et ça a été reconnu en psychanalyse, c'est qu'il y a l'idée de la seringue qui devient une pénétration charnelle. Donc, les deux sont liés paradoxalement. Non seulement ces personnes atteintes de cette pathologie que l'on nommait kentomanie également, mais non seulement prenaient leurs pieds, si je puis dire plus vulgairement, avec la substance de la morphine, mais également avec cette symbolique de pénétration de la chair par l'aiguille, donc comme un acte érotique en lui-même. Et en psychanalyse, c'est reconnu. L'image même de l'injection, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas supporter les injections, parce qu'il y a cette idée même de pénétration de la chair, de toute manière. Et de beaucoup ce fantasme qui a été libéré à travers cette pénétration de l'aiguille, cette pénétration de la chair et avec le substitut de la morphine. Donc, ça fait double paradoxe chez l'individu, ce qui en fait des addicts encore plus en puissance que les autres. Voilà, donc ça c'était le point psychanalytique. C'est très bien, puis merci. C'est vrai qu'après, la morphine, hein, dans les années 20, ça a fait aussi des ravages, hein, puisque c'était plus ou moins autorisé, puisque c'était toujours libre en pharmacie. Donc on a eu vraiment des gros problèmes avec ça, hein, notamment. Donc, voilà. Et ça va faire 1 heure, hein, qu'on discute, donc on arrive au bout, hein, de l'émission. Je vous remercie tous, hein, c'était encore une fois passionnant et je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet entre l'absinthe, l'opium, la folie, la psychiatrie. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on pourra à l'occasion se retrouver pour d'autres conférences, comme disait Chris, peut-être en vrai, hein, on l'espère, oui, avec la reprise des événements. C'est intéressant, effectivement. Je suis sûre qu'il y aura un intérêt au niveau du public d'avoir quelque chose, un séminaire, une conférence. Enfin, on n'a peut-être pas la prétention de faire des séminaires non plus, hein, mais au moins des conférences pour éclairer un peu plus le public qui s'intéressera non seulement de lire les nouvelles sur une certaine époque, la belle époque, entre autres le 19e, qui reste quand même dans l'idée des gens une belle époque, c'est le cas de le dire, hein, vraiment avec toutes ces lettres de noblesse. Et puis l'explication également de tout ce qui tourne alentour. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'au niveau de cette folie avec un grand F et de cette psychiatrie, eh bien, il faut remonter sur 10 siècles. Et oui, ça peut pas se faire peut-être pas tout remonter, effectivement. Ça ne peut pas se faire en 1 heure de temps, mais peut-être dans une conf. On verra. Une conférence sur différents points, etc. Il y aurait beaucoup de personnes qui seraient intéressées, ça j'en suis sûre. On verra. En tout cas là, donc on est toujours encore 5 jours, hein, pour atteindre les 250%, voire les dépasser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la campagne Ulule. On va faire le maximum pour faire le livre le plus beau possible, le plus intéressant possible aussi. Donc, si vous voulez avoir un résumé un peu de tout ce qu'on a dit dans les lives, avec d'autres précisions, des dates et des références, vous aurez aussi les articles en complément des nouvelles dans l'anthologie Belle Époque. Donc, on vous retrouvera en salon et puis en papier, hein, avec le livre quand il sortira cet automne. Et merci beaucoup à Audrey, à Philippe Aurel, Florence et Chris pour ce très beau live. Et je pense qu'il finit très bien la série. Merci, beaucoup à toi pour l'organisation. Merci à tout le monde. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.